Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo afférente à la fiscalité des cryptoactifs. Aujourd'hui, nous allons détailler la fiscalité des cessions d'actifs numériques suite aux commentaires administratifs du 2 septembre 2019 et du décret du 27 juin 2019 sur les obligations déclaratives des personnes cédant occasionnellement des actifs numériques et faisant suite à la loi de finances pour 2019 détaillant le nouveau régime des cessions d'actifs numériques. Nous pouvons ainsi commencer par les gains de cession occasionnels d'actifs numériques prévus par l'article 150 VH bis du Code général des impôts. Ainsi, afin d'avoir un panorama le plus complet possible sur la fiscalité afférente à ces gains de cession occasionnels, nous allons voir d'abord les notions qui ont été reprécisées suite aux commentaires administratifs, les conditions d'imposition, le calcul des plus-values, les taux afférents à l'imposition de cette plus-value et les obligations déclaratives. Première précision importante apportée par l'administration fiscale, c'est sur l'imposition au niveau du foyer fiscal. En effet, on sait que le régime d'imposition des gains de cession occasionnelle d'actifs numériques s'applique aux plus-values réalisées par les personnes physiques, soit directement, soit par personne interposée. L'administration est venue préciser que c'est au niveau du foyer fiscal que l'imposition est établie. Ainsi, il convient de prendre en compte l'ensemble des cessions réalisées par le contribuable lui-même, par son conjoint ou partenaire de PACS, ainsi que par les enfants et autres personnes fiscalement considérées comme étant à charge. D'ailleurs, l'appréciation au niveau du foyer fiscal et également au niveau du seuil annuel d'exonération de 305 euros. La notion de niveau de foyer fiscal s'apprécie également pour la valeur globale du portefeuille pour le calcul de la plus-value et également pour les compensations entre plus-value et moins-value. Pour revenir sur l'exonération de 305 euros, comme celui-ci s'apprécie au niveau du foyer fiscal, on peut dire que ça en limite considérablement la portée. Autre précision rapportée par l'administration fiscale, c'est sur la notion de personne interposée, puisque le régime des cessions occasionnelles d'actifs numériques s'applique aux plus-values réalisées par les personnes physiques directement ou par personne interposée. Dans ces conditions, l'administration fiscale vient logiquement dire que les sociétés interposées sont les sociétés ou groupements dont le siège est situé en France et qui n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés et qui exercent une activité non professionnelle. Ainsi, le régime des cessions occasionnelles de gains sur actifs numériques ne s'applique pas aux sociétés de personnes ayant un objet industriel, commercial, artisanal, agricole ou non commercial. Au niveau de la définition des actifs numériques, l'administration, dans ses commentaires, malheureusement, se contente de reprendre la définition légale figurant au Code monétaire et financier et qui était également reprise à l'article 150 VH bis du CGI. Ainsi sont considérés comme actifs numériques les jetons, à l'exclusion de ceux répondant aux caractéristiques des instruments financiers et des bons de caisse soumis à un autre régime d'imposition. On vise alors tout bien incorporel représentant sous forme numérique un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé, donc blockchain, permettant d'identifier directement ou indirectement le propriétaire du dit bien. En pratique, ce sera les jetons ou tokens issus d'opérations de levée de fonds, donc ICO, effectués à travers une technologie de registre distribué, donc blockchain, pour financer une entreprise nouvelle ou innovante. À côté des jetons, on a aussi les monnaies virtuelles, donc toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transféré, stocké ou échangé électroniquement. Alors au regard de ces définitions se posent deux questions. D'une part, celle au titre des stablecoins. On rappelle que c'est des actifs numériques dont la valeur est stable puisqu'elle est liée à une monnaie nationale. Néanmoins, sans précision sur les termes qui n'est pas nécessairement attaché à une monnaie ayant cours légal, la question alors n'est pas vraiment tranchée pour savoir si les stablecoins rentrent bien dans la définition donnée des actifs numériques. Deuxièmement aussi se pose la question des jetons qui sont non fongibles, puisque ces jetons ne semblent répondre à aucune des branches de la définition précitée, puisqu'ils ne représentent pas un droit, ils constituent la représentation d'une valeur que leur permet de leur attribuer leurs caractéristiques propres, et comme ils ne sont pas fongibles, ils ne peuvent pas servir de moyen d'échange. Néanmoins, la porte semble ouverte pour qu'ils soient considérés comme des actifs numériques. Pour terminer sur le champ d'application, il convient aussi de rappeler que l'administration n'a pas apporté de précisions supplémentaires sur les modalités d'appréciation du caractère habituel de l'activité d'achat-revente d'actifs numériques, qui implique l'imposition en matière de BIC, et que nous verrons un peu plus tard. Ainsi, elle laisse encore un flou sur la distinction entre caractère habituel ou non habituel. Pour commencer sur les conditions d'imposition, il convient de rappeler que le régime d'imposition prévu donc par le 150 VH bis du CGI s'applique aux cessions à titre onéreux d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant,
étant précisé que les opérations d'échange sans soult bénéficient du sursis de paiement. Ainsi, en pratique, sont imposables les cessions en contrepartie, donc de monnaie ayant cours légal, de l'échange d'un bien autre qu'un actif numérique, de l'échange avec soult d'un actif numérique ou en contrepartie d'un service. Ainsi, le fait générateur de l'imposition est la cession à titre onéreux d'actifs numériques ou de droits rapportants, à l'exclusion des opérations d'échange sans soult entre actifs numériques. Pour une meilleure compréhension du fait générateur de l'imposition de cession d'actifs numériques, l'administration a apporté un exemple. Dans son exemple, elle traite du contribuable, bien sûr fiscalement domicilié en France, et qui réalise trois opérations, qui seront trois cessions d'actifs numériques. La première, qui est une première cession d'une partie de son portefeuille, pour 1 000 euros. Une deuxième, qui est une autre cession d'une partie de son portefeuille en contrepartie de l'acquisition d'un bien, qui est une tablette tactile d'une valeur de 350 euros. Et la dernière, cession d'une autre partie de son portefeuille, qui est faite en l'échange d'un service, qui est l'acquisition d'honoraires d'avocats, pour une valeur de 500 euros. L'administration précise que pour chacune de ces opérations, ça constitue une cession d'actifs numériques au sens du 150 VH bis du CGI, donc cession occasionnelle d'actifs numériques, dont le prix de cession est déterminé en fonction de la contrepartie perçue par le cédant. Donc 1 000 euros pour le premier cas, 350 euros qui est la valeur de la tablette tactile, ou alors 500 euros qui est la valeur du service. Enfin, concernant le fait générateur de l'imposition, l'administration précise également que constitue une opération imposable, donc au sens du 150 VH bis, le paiement de frais de transaction au moyen d'actifs numériques, remis à une plateforme d'échange ou aux membres d'un réseau, donc pour les mineurs, en contrepartie de la validation de la transaction. En effet, ce paiement est la contrepartie d'un service fourni au cédant. Néanmoins, à titre de mesure de simplification, l'administration fiscale estime que la cession et les prestations de services liés à ces frais sont assimilés globalement à une seule et même opération imposable, pour laquelle il appartient au contribuable de déterminer une seule plus ou moins value. Pour continuer sur les opérations d'échange à la fois avec ou sans soult, il convient de préciser qu'il y a un sursis d'imposition pour les opérations d'échange sans soult entre actifs numériques ou droits s'y rapportant. En effet, elles sont considérées comme des opérations intercalaires ne constituant pas un fait générateur d'imposition. De même, à titre de tempérament, les paiements liés aux frais de transaction perçus par la plateforme d'échange ainsi que ceux versés aux mineurs, en contrepartie de la validation de l'opération, bénéficient également, dans ce cas, du même sursis d'imposition. Pour ce qui est de l'échange avec soult entre actifs numériques, bien sûr, cette opération est imposable au sens du 150 VH bis du CGI. Pour rappel, les contribuables ne sont pas imposés lorsque la somme totale des prix de cession, donc hors opération d'échange de sursis d'imposition, n'excède pas 305 euros au cours de l'année d'imposition. Alors, comme on l'a dit au début, on retient la notion de 305 euros au niveau du foyer fiscal. Ainsi, toutes les opérations du foyer fiscal devront être prises en compte pour l'appréciation de ce plancher de 305 euros. En cas de cession réalisée également par personne interposée, le prix de cession à retenir est celui à hauteur de la quote-part correspondant au droit de l'associé dans la société. Ainsi, si on a une exonération d'imposition, les contribuables seront alors dispensés au titre de l'année du calcul des plus ou moins values constatées lors de la cession. Néanmoins, tous les prix de cession auront à être déclarés. Au contraire, lorsque la totalité du prix de cession excède le seuil de 305 euros, là, les contribuables seront imposés sur l'ensemble des cessions. Et je précise bien sur l'ensemble des cessions réalisées au cours de l'année. Également sur l'appréciation du seuil de 305 euros, l'administration a apporté un exemple. Elle prend comme exemple le contribuable fiscalement domicilié en France, qui a réalisé trois cessions d'actifs numériques pour un montant de 300 euros, donc 100 euros chacune, et également qui a perçu une quote-part de cession réalisée par une société de personnes dont il est associé pour un tiers. Donc, qui avait réalisé une cession d'un montant de 450 euros, et lui, comme il est associé d'un tiers, et ben, il a eu un tiers du montant de la cession. Donc on arrive, en additionnant les 300 euros plus les 150 euros des 450 euros, donc le tiers du prix de cession, à un montant total de 450 euros, donc supérieur au seuil de 305 euros. Et dans ce cas-là, le contribuable est imposé sur toutes les plus-values réalisées, donc celles à la fois au titre des trois cessions d'actifs numériques pour le montant de 300 euros, sur lequel il avait fait une plus-value de 90 euros, et à la fois sur la cession par l'intermédiaire de la société de personnes dans laquelle il est associé pour un tiers, et là également où il avait fait en quote-part de plus-value 45 euros. Ainsi, il est imposé au titre de la plus-value globale de l'année à 135 euros, donc 90 euros plus 45 euros, puisque le montant total
des cessions, des prix de cession de l'année était supérieur à 305 euros. On passe maintenant au calcul des plus-values. Il faut rappeler que la méthode du calcul de plus-value s'inspire directement à celle employée dans le cadre des PEA, puisqu'il revient à assimiler toute cession à un retrait partiel imposable à hauteur de la quote-part de valorisation globale du portefeuille d'actifs numériques. Ainsi, la plus-value ou moins-value brute réalisée lors de la cession est égale à la différence entre, premièrement, bien sûr, le prix de cession et deuxièmement, le produit du prix total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques multiplié par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille. Ainsi, ce qui nous donne la formule plus ou moins value brute égale le prix de cession moins le prix total d'acquisition fois le prix de cession sur la valeur globale du portefeuille. Étant rappelé que le montant de la plus ou moins value de cession doit être déterminé pour sa valeur en euros. Ainsi, les éléments de détermination de la plus-value qui sont libellés dans une autre devise que l'euro doivent être convertis en euros par application du taux de change à la date de chaque opération. De même, en cas de cession d'actifs numériques en contrepartie de biens ou services, ou d'acquisition par remise de biens ou services, il convient de retenir la valeur vénale en euros des biens ou services à la date respectivement de la cession ou de l'acquisition. Alors pour ce qui est du prix de cession, c'est le prix réel perçu, ou la valeur de la contrepartie en biens ou services obtenus par le cédant. Le cas échéant comprenant la soulte qu'il a reçue ou minorée de la soulte qu'il a versée lors de cette cession. Ainsi, le prix de cession est constitué du montant reçu en monnaie et en cours légal ou de la valeur du bien acquis, donc autre qu'un actif numérique, ou du service fourni en contrepartie des actifs numériques cédés. Pour exemple, pour le prix de cession qui comprend la soulte reçue le cas échéant par le cédant à l'occasion de la cession, l'administration fiscale a donné un exemple elle estime qu'en avril, Monsieur X échange deux actifs numériques lui appartenant contre un autre actif numérique d'une valeur de 350 euros. Et il perçoit également une somme de 450 euros en monnaie ayant cours légal. Dans ce cas, le prix de cession à retenir pour l'imposition est alors de 800 euros, qui est le montant de l'actif numérique d'une valeur de 350 euros, plus les 450 euros de soulte reçue. Alors, comme en matière de plus-value, on peut toujours déduire certains frais. Le législateur et l'administration dans ses commentaires précisent bien que le prix de cession peut être réduit sur justificatif des frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession. Elle précise également que ces frais peuvent seulement être déduits du prix de cession qui constitue le premier terme du rapport pour le calcul de la plus-value brute. Parce qu'on a vu que le prix de cession pour le calcul de la plus-value brute est situé à deux endroits différents. Donc les frais sont déductibles juste sur le premier prix de cession et pas celui qui est compris sur le quotient du prix de cession sur la valeur globale du portefeuille. Ces frais d'ailleurs visent notamment les frais de transaction supportés par le cédant, correspondant aux frais payés à la plateforme d'échange ou aux mineurs en contrepartie de la validation de la transaction. De même, le prix de cession peut être réduit également de la soulte versée, le cas échéant par le cédant à l'occasion de la cession. On a vu avant que le prix de cession pouvait être augmenté de la soulte perçue par le cédant. Dans le cas contraire, si la soulte est versée par le cédant à l'occasion de la cession, ce montant va réduire le prix de cession. L'administration donne également un exemple. Donc elle dit Madame Y échange un actif numérique lui appartenant d'une valeur de 350 euros contre deux autres actifs numériques d'une valeur globale de 800 euros. De plus, Madame Y verse également en contrepartie de ces deux actifs numériques une somme de 450 euros en monnaie ayant cours légal. Ainsi, le prix cession à retenir pour l'imposition de Madame Y est alors de 350 euros, puisqu'on a 800 euros de valeur globale des deux actifs numériques, moins les 450 euros de la soulte versée. Alors on passe au deuxième terme de la formule, qui est le prix total d'acquisition du portefeuille d'actifs numériques. Celui-ci est considéré comme la somme des prix acquittés en monnaie et en cours légal à l'occasion de l'ensemble des acquisitions réalisées avant la cession, et de la valeur des biens ou services fournis en contrepartie de ces acquisitions, également hors opération d'échange ayant bénéficié du sursis d'imposition, et comprenant, le cas échéant, les soultes versées. L'administration nous donne également un autre exemple, qui est pour un contribuable bien sûr fiscalement domicilié en France, qui acquiert des actifs numériques pour un prix de 500 euros en janvier. En mars, il va échanger des biens d'une valeur de 200 euros contre l'acquisition d'autres actifs numériques et verser à cette occasion une soulte de 100 euros. Dès lors, à l'occasion de la prochaine session, et s'il n'y a aucune autre acquisition d'actifs numériques au cours de la période, le prix total d'acquisition à retenir sera égal à 800 euros. Puisqu'on a un premier prix d'acquisition d'actifs numériques pour un prix de 500 euros, ensuite on a l'échange de biens pour la valeur de 200 euros qui est également
accompagné d'une soulte de 100 euros. Donc on retombe bien sur les 800 euros. L'administration fiscale précise également quand ces actifs numériques ont été acquis à titre gratuit, donc soit par succession ou par donation. Le prix d'acquisition s'entend alors de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, ou à défaut de la valeur réelle de ces actifs numériques au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant. D'ailleurs, elle précise bien que la circonstance que le déclarant bénéficie d'une exonération ou d'un abattement de droits de mutation à titre gratuit est sans incidence. De même, lorsque le contribuable n'est pas en mesure de produire les pièces justificatives sur le prix ou la valeur d'acquisition de ces actifs numériques cédés, ceux-ci sont réputés avoir été acquis à la valeur nulle, à une valeur de zéro. L'administration fiscale précise également qu'il faut tenir compte des cessions précédentes. Ainsi, le prix total d'acquisition est réduit de la somme des fractions initiales contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d'actifs numériques, à titre gratuit ou onéreux, réalisées antérieurement. L'administration donne d'ailleurs un exemple. Alors pour son exemple, l'administration reprend le contribuable fiscalement domicilié en France qui a acquis pour 1000 euros d'actifs numériques en janvier, alors qu'il ne détenait à cette occasion encore aucun actif. En mars, il voit la valeur de son portefeuille augmenter, donc il décide de céder. Il fait une cession pour un prix de 450 euros. Alors pour déterminer la plus-value, donc je rappelle, c'est le prix de cession moins la formule prix total d'acquisition fois le prix de cession sur la valeur globale du portefeuille. Ainsi, on arrive à 450 euros de prix de cession, moins la valeur totale d'acquisition qui est 2000 euros d'actifs numériques, fois, encore une fois, le prix de cession, donc 450 euros, divisé par la valeur globale du portefeuille, donc 1200 euros. On arrive à 450 euros moins 375 euros, 75 euros. En août, il décide également de céder l'ensemble maintenant de l'actif numérique qu'il détenait, puisque la valeur globale de son portefeuille a encore augmenté et est passée à 1300 euros. Alors, pour reprendre la détermination de la plus-value, donc on refait prix de cession moins prix total d'acquisition fois prix de cession divisé par la valeur globale du portefeuille. Et là, par contre, pour le prix total d'acquisition, on va minorer de la fraction du capital initial de 375 euros qui avait été déduit lors de la précédente cession. Donc on arrive alors à 1300 euros qui est le prix de cession du portefeuille, moins la valeur d'acquisition donc qui était de 1000 en janvier, moins la déduction de la fraction du capital initial de 375 euros déduite lors de la précédente cession, donc on a bien les moins 375 euros. Donc après on remultiplie par le prix de cession en août qui est de 1300 euros, qu'on redivise par la valeur globale du portefeuille qui est, comme on sait, de l'entier portefeuille qui est également 1300 euros. Dans ce cas-là, on arrive à 1300 moins 625 qui nous donne 675 euros de plus-value. Alors on a vu que le prix total d'acquisition peut être réduit de la somme des fractions initiales contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d'actifs numériques à titre gratuit ou onéreux réalisées antérieurement, mais le prix total d'acquisition est également minoré du montant des soultes, notamment lorsque un ou plusieurs échanges avec soult reçus par le cédant ont été réalisés antérieurement à la cession imposable. L'administration donne également un autre exemple pour une meilleure compréhension. Alors dans son exemple, l'administration reprend le contribuable fiscalement domicilié en France qui va acquérir des actifs numériques pour un prix de 500 euros et qui ne détenait pas encore d'actifs numériques. Quelques mois plus tard, la valeur globale de son portefeuille s'élève à 750 euros. Il décide alors de céder des actifs numériques en contrepartie d'autres actifs numériques, donc pour une valeur de 600 euros, auquel va s'ajouter une soulte de 150 euros reçue en monnaie et en cours légal. Donc là, on a un fait générateur d'imposition. Il faut calculer la plus-value. Donc la plus-value, c'est prix de cession moins prix total d'acquisition fois le prix de cession divisé par la valeur globale du portefeuille. Donc, ce qui nous revient alors à un prix de cession qui est évalué à 600 euros plus le montant de la soulte, donc 600 plus 150, moins le prix total d'acquisition, donc qui était à 500 euros, fois le prix de cession, donc 600 plus 150 euros de soulte, divisé par la valeur globale du portefeuille au moment de la cession, qui était à 750 euros. Ce qui nous permet d'arriver à 750 euros moins 500, soit 250 euros de plus-value. Ensuite, en octobre, donc encore quelques mois plus tard, la valeur globale du portefeuille du contribuable, qui est constituée des actifs numériques reçus lors de l'échange, est de 800 euros. Et ce contribuable décide de céder l'ensemble des actifs numériques qu'il détient. Ainsi, pour déterminer la plus-value, on va minorer le prix total d'acquisition d'une part de la soulte reçue, donc les 150 euros qu'il a reçus précédemment lors de l'échange, lors de la cession antérieure intervenue en mars,
ainsi que comme dans l'exemple précédent, de la fraction du capital initial, donc les 500 euros, déduite lors de la précédente cession. Alors pour le calcul, on arrive à un prix de cession qui est, comme on sait, de l'ensemble du portefeuille qui est à 800 euros, moins le prix total d'acquisition du portefeuille, donc qui est à 500 euros en janvier, puis 750 euros en mars. Ce prix total d'acquisition qui est minoré du montant de la soulte, donc de 150 euros, et de la fraction de capital initial déduite lors de la précédente cession, donc à 500 euros. Ensuite, on remultiplie par le montant du prix de cession, donc 800 euros, divisé par la valeur globale du portefeuille qui est à 800 euros également, puisqu'on cède l'ensemble, ce qui nous donne 800 euros moins 600 euros, avec un montant total de 200 euros de plus-value. Alors il convient de préciser que comme le nouveau régime de cession occasionnelle d'actifs numériques n'est applicable qu'aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019, il convient pour la détermination du prix total d'acquisition de n'inclure dans ce dernier que les prix effectifs d'acquisition des actifs détenus à compter du 1er janvier 2019. Ainsi, en cas de cession réalisée antérieurement au 1er janvier 2019, il convient de ne pas inclure dans le prix total d'acquisition déclaré à l'occasion de la première cession réalisée postérieurement à cette date les prix d'acquisition mentionnés dans les déclarations de plus-value de cession déclarées en application du droit en vigueur avant le 1er janvier 2019, donc suivant le régime des plus-values sur biens meubles, ou les prix d'acquisition n'ayant pas été déclarés conformément au droit en vigueur avant le 1er janvier 2019, donc c'est pour les cessions inférieures à 5 000 euros qui étaient exonérées, ou alors les prix d'acquisition qui n'ont pas été déclarés, mais alors là en contravention avec le droit en vigueur avant le 1er janvier 2019. Dans ce cas, l'administration a toujours un droit de reprise sur les plus-values réalisées avant 2019, donc les contribuables risquent de se voir doublement imposés en cas de rectification opérée sur les cessions antérieures avant 2019. Enfin, en cas d'échange entre actifs numériques réalisés même sans soulte antérieurement au 1er janvier 2019, le prix total d'acquisition à retenir à compter du 1er janvier 2019 est constitué de la valeur de l'actif numérique remis lors de cet échange. C'est la valeur à la date de cet échange. En sens opposé, le prix d'acquisition retenu à l'occasion de cette cession n'est pas inclus dans le prix total d'acquisition déclaré à compter du 1er janvier 2019. Et de plus, les moins-values constatées lors des cessions réalisées avant janvier 2019 ne peuvent être imputées sur d'éventuelles plus-values réalisées, quelle que soit leur date de réalisation. On passe maintenant au dernier terme du calcul de la plus-value, donc qui est la valeur globale du portefeuille d'actifs numériques lors de la cession. Ainsi, il comprend la somme des valeurs des différents actifs numériques détenus par le cédant, donc au niveau du foyer fiscal, avant de procéder à la cession. Il est d'ailleurs précisé qu'un même cédant ne peut avoir qu'un seul portefeuille, donc au sens de l'article 150 VH bis de CGI. D'ailleurs, tous les supports de conservation sont visés, donc qu'il s'agisse de plateformes d'échange, y compris étrangères, de serveurs personnels ou de dispositifs de stockage hors ligne, comme cold storage. D'ailleurs, cette définition de portefeuille comprend en particulier les mini-coffres numériques type Ledger, Cold Wallet, Trezor, KeepKey, etc., servant à stocker les clés privées d'accès aux comptes de cryptoactifs, et non les cryptoactifs eux-mêmes. De plus, la valorisation à effectuer doit se faire en euros au moment de chaque cession imposable. L'administration rappelle que pour la détermination de la valeur globale du portefeuille, le contribuable peut user de dispositifs communément utilisés de valorisation, tels que les sites internet proposant des historiques de cotation moyenne journalière sur les principales plateformes d'échange. Pour ce qui est de la détermination finale de la plus-value imposable, il faut savoir que la plus-value nette imposable est déterminée après compensation des plus ou moins-values brutes de cession d'actifs numériques et de droits s'y rapportant réalisées au cours de la même année d'imposition. Ainsi, les moins-values brutes subies au cours d'une année d'imposition au titre des cessions d'actifs numériques sont imputées exclusivement sur les plus-values brutes de même nature réalisées par le redevable, donc au titre foyer fiscal, au titre de la même année. L'illustration donne également un exemple. Donc, si un contribuable fiscalement domicilié en France réalise 3 cessions d'actifs numériques, dont 2 plus-values d'un montant de 400 euros et 150 euros, ainsi qu'une moins-value de 50 euros, ça va faire une plus-value nette totale au titre de l'année de 500 euros. Donc, on avait 400 plus 150 moins 50, on arrive à 500 euros. Alors, si en faisant l'addition des plus-values et moins-values, on arrive non pas à une plus-value nette sur l'année, mais à une moins-value nette sur l'année, celle-ci ne peut être ni reportée sur les années suivantes, ni imputée sur une plus-value de cession d'un bien d'une autre nature qu'un actif numérique, puisque aucun mécanisme de report sur les années suivantes des moins-values non imputées est permis. Là encore, l'administration donne un exemple
puisque si un contribuable, après compensation des plus ou moins-values de cession d'actifs numériques sur l'année, réalise une moins-value globale de 300 euros, elle montre que cette moins-value ne pourra être ni reportée sur une éventuelle plus-value l'année suivante ou sur des années prochaines, ni être imputée sur d'éventuels gains de cession de valeur mobilière réalisés par ailleurs au cours de la même année, donc de l'année de constatation de la moins-value. Enfin, il convient de rappeler qu'en présence de cessions réalisées par une personne interposée, c'est cette société qui devra déterminer la plus ou moins-value globale réalisée sur l'année, puis répartir entre chacun des associés la quote-part de plus ou moins-value déterminée à hauteur de leur participation dans les bénéfices sociaux. Alors concernant le taux d'imposition, les contribuables sont imposés à l'impôt sur le revenu, donc à la flat tax, donc taux forfaitaire de 12,8%, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, ce qui fait un taux global de 30%. Il faut savoir qu'aucune option n'est prévue pour l'imposition des plus-values au barème progressif, contrairement à ce qui existe pour le dispositif d'option globale en matière de PFU. De même, en plus du taux forfaitaire de 30%, peut s'appliquer dans certains cas la contribution sur les hauts revenus. Alors on passe maintenant aux obligations déclaratives en matière de gain de cession occasionnelle d'actifs numériques, puisque le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l'année sont à reporter sur la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu, donc la déclaration 2042. Et en complément de ce report, il y a une annexe à remplir qui doit être conforme à un modèle qui sera établi par l'administration fiscale et qui sera à transmettre en même temps que la déclaration 2042 et sur laquelle sera mentionné et évalué l'ensemble des plus ou moins values réalisées à l'occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l'année, ou les prix de cession exonérés. D'ailleurs, les échanges sans soulte d'actifs numériques bénéficiant du sursis d'imposition ne donnent pas lieu à déclaration. Et en cas de cession réalisée par l'intermédiaire d'une personne interposée, le redevable ne mentionne sur l'annexe que la quote-part de plus ou moins-value correspondant à ses droits, telle que déclarée elle-même par la personne interposée. Enfin, l'impôt sur le revenu correspondant est versé par la personne physique qui réalise directement ou par personne interposée la cession. Alors, au titre de l'annexe à la déclaration d'ensemble, le redevable pour chaque cession à titre d'actifs numériques imposables réalisés par le foyer fiscal doit porter les informations sur le prix de cession en détaillant le cas échéant les frais qu'il a supportés à l'occasion de cette cession ainsi que la soulte qu'il a reçue ou qu'il a versée lors de cette cession. Il doit mettre aussi le prix total d'acquisition du portefeuille d'actifs numériques en détaillant la somme des prix et valeurs d'acquisition à retenir, ainsi que le cas échéant la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d'actifs numériques, à titre gratuit ou onéreux, hors échange qui n'ont pas été imposés en application du sursis d'imposition, antérieurement réalisé. Et le cas échéant également le montant de chaque soulte reçu par le cédant à l'occasion d'échanges réalisés antérieurement à la cession imposable. Il doit également indiquer la valeur globale du portefeuille d'actifs numériques évalué au moment de la cession, et enfin le montant de la plus ou moins value réalisée au titre de la cession. Donc il faut déclarer toutes les étapes du calcul. Donc, on a vu prix de cession moins valeur d'acquisition fois le prix de cession divisé par la valeur globale du portefeuille. Donc en fait, il faut détailler tous les éléments du calcul. D'ailleurs, en cas d'insuffisance, inexactitude ou omission relevée dans l'annexe et dont la correction entraînerait un supplément d'impôt sur le revenu, l'administration appliquera un intérêt de retard et des majorations de 10%. D'ailleurs, il convient de préciser que la loi de finances pour 2020 a étendu la procédure de demande de justification aux plus-values de cession d'actifs numériques. Ainsi, l'administration peut demander de manière contraignante aux contribuables des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination des revenus ou plus-values, notamment sur les frais. L'administration va devoir pouvoir demander aux contribuables des justifications, et si le contribuable n'apporte pas ces justifications ou si les justifications sont hasardeuses ou incomplètes, l'administration sera en droit de taxer d'office, enfin d'évaluer d'office précisément, les revenus qu'elle pense minorer de la part du contribuable. Cette procédure concerne également les sociétés ou groupements dites personnes interposées, parce que l'administration peut également leur demander de produire sur demande la répartition de l'assiette imposable entre chacun des associés ou membres, ainsi que l'indication de toutes les informations prévues pour le calcul de la plus-value ou moins-value sur cession d'actifs numériques. En plus de la déclaration sur la 2042 et de l'annexe, depuis le 1er janvier 2020, il y a une obligation de déclarer les références des comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos
auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger. On vise ainsi toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des actifs numériques. Cette obligation vise les personnes physiques, associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale domiciliée ou établie en France. Chaque compte d'actifs numériques à usage privé professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. La déclaration va porter sur le ou les comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, ou bien sûr l'un des membres du foyer fiscal. Le compte, d'ailleurs, est réputé être détenu par l'une des personnes euh, physiques, associations, sociétés, dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire ou bénéficiaire économique ou ayant droit économique. Et enfin, une personne est réputée avoir utilisé un compte d'actifs numériques lorsqu'elle a effectué au moins une opération de crédit ou de débit au cours de l'année, de l'exercice en tant que titulaire du compte ou par procuration pour elle-même ou au profit d'une personne ayant la qualité de résident. Alors pour lister ce que contient la déclaration de compte, il y a la désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert, la désignation du compte, donc numéro, nature, usage et type de compte, la date d'ouverture du compte si celle-ci intervient au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée, la date de clôture du compte si celle-ci intervient au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée, l'adresse du ou des titulaires ainsi que l'adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte étranger, lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée en application des dispositions précédentes, également des éléments d'identification du cédant, puisque ce dernier doit préciser les éléments d'identification du titulaire de compte lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration, de représentant d'un tel bénéficiaire ou du titulaire de compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier. Ainsi, pour les personnes physiques, on aura nom, prénom, date de naissance, adresse, lorsqu'ils agissent en qualité de particulier ou comme représentant du titulaire de compte ou du bénéficiaire d'une procuration, ou lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à déclaration spécifique de résultat. En sus des éléments prévus, il y aura également l'adresse du lieu d'activité et s'il y a lieu, le numéro SIRET et l'appellation sous laquelle est exercée l'activité. Pour les personnes morales, il faudra mettre la dénomination au réseau social, la forme juridique, le SIRET, et l'adresse du siège social. Enfin, au titre des sanctions pour défaut de déclaration, on a une amende de 750 € par compte non déclaré, ou 125 € par omission ou inexactitude. Donc, comme il y a beaucoup de mentions, il faut quand même faire bien attention à tout ça. Et la sanction est dans la limite de 10 000 € par déclaration. Les montants peuvent être doublés, donc passer de 750 € à 1500 € et de 125 € à 250 € lorsque la valeur des comptes est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l'année concernée par l'obligation déclarative. Et comme je l'ai dit au tout début, les obligations sont applicables pour les comptes à compter du 1er janvier 2020. On en a fini avec le régime fiscal des gains de cession occasionnels d'actifs numériques prévu par l'article 150 VH bis du Code général des impôts et on va reprendre le régime fiscal des gains de cession occasionnels d'actifs numériques mais qui ne seront pas prévus par la définition du 150 VH bis. Donc comme je viens de le dire, on vise les gains tirés de l'achat-revente à titre occasionnel de crypto-monnaies qui ne répondent pas aux définitions d'actifs numériques selon l'article 150 VH bis du CGI. Là, on retourne sur le régime des plus-values sur biens meubles, donc imposition des seules personnes physiques domiciliées fiscalement en France, puisque les contribuables à l'étranger ne sont pas soumis à l'imposition. On vise les opérations comme en matière de cession immobilière, donc les ventes et également les échanges, au contraire des gains de cession d'actifs numériques du 150 VH bis du CGI. Mais là, par contre, on a une exonération des cessions lorsque le prix de cession est inférieur à 5 000 €. Pour la détermination de la plus-value, on est comme en matière immobilière, donc c'est prix de cession moins prix d'acquisition, auquel on peut soustraire les frais d'acquisition pour leur montant réel. On a également, pour le calcul de la plus-value, un abattement sur le montant de la plus-value fixé à 5% par année de détention après 2 années, donc ce qui nous fait une exonération totale de la plus-value après 22 ans de détention. Ensuite, la plus-value réalisée est imposée au taux de 19%, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux, donc on peut monter à 36,2%. Les moins-values ne sont pas prises en compte. Et pour chaque cession, donc chaque cession est imposable, il faut faire un dépôt spontané aux impôts avec une déclaration spéciale dans le délai d'1 mois à compter de la cession. Cette déclaration est accompagnée du paiement des droits.
D'ailleurs, en cas de défaut ou de retard de souscription de la déclaration, l'administration peut enclencher la taxation d'office. De même, il est possible, comme en matière de gain de cession occasionnel d'actifs numériques du 150 VH bis, tel qui a été prévu maintenant par la loi de finances par 2020, pour l'administration d'adresser au contribuable une demande de justification des éléments servant de base à la détermination des plus-values. Et à défaut de réponse ou en cas de réponse insuffisante, après mise en demeure, l'administration peut évaluer d'office les montants qu'elle estime minorés. On peut passer maintenant aux gains de cession à titre habituel d'actifs numériques. Alors les gains issus d'une activité d'achat-revente d'actifs numériques exercée à titre habituel sont imposés dans la catégorie des BIC, puisqu'ils sont réputés comme actes de commerce et ça constitue une activité commerciale par nature, dont les revenus sont déclarés dans la catégorie des BIC. Dans ce cas, le résultat imposable est déterminé selon les règles de droit commun applicables aux BIC. Avec les commentaires du 2 septembre 2019 par l'administration fiscale, on n'a aucune nouvelle précision sur la distinction entre investisseurs occasionnels et opérateurs habituels. Donc on renvoie aux critères de cas par cas des circonstances de fait dans lesquelles les opérations d'achat et de revente sont réalisées. Donc délai séparant la date d'achat et de revente, le nombre d'actifs numériques vendus, les conditions de leur acquisition. Normalement, il convient de prendre en compte la fréquence des échanges susceptibles d'intervenir entre actifs numériques. Et en pratique, relèveront des BIC les activités d'achat-revente d'actifs numériques à titre habituel. Une première condition liée à l'importance, au nombre et à la fréquence des opérations, dans une intention spéculative. Donc deuxième condition qui sera sous faisceau d'indice, notamment par rapport à la brièveté du délai séparant les achats des reventes. Et si on est soumis au BIC, on aura trois modes d'imposition liés au montant de chiffre d'affaires, donc soit micro-entreprise, donc micro-BIC, soit le régime du bénéfice réel simplifié, au régime du bénéfice réel normal selon le montant du chiffre d'affaires annuel. Également, possibilité d'opter pour le régime auto-entrepreneur. Voilà, il y a des formalités, selon les régimes, on aura des formalités comptables en plus au moins à faire. Notamment, plus le chiffre d'affaires est important et plus les obligations comptables sont importantes. C'est ce qu'il faut retenir. On peut passer maintenant à la dernière partie qui est le régime fiscal des gains de cession d'actifs numériques obtenus en contrepartie de la participation à la création et au fonctionnement du système d'unités de compte virtuelles ou activités de minage. Alors les gains de cession d'actifs numériques obtenus en contrepartie de la participation du contribuable à la création et au fonctionnement d'un système d'unités de compte virtuelles ou activités de minage sont imposés dans la catégorie des BNC, donc bénéfices non commerciaux, sont ainsi visés l'acquisition gratuite en contrepartie d'une participation au fonctionnement du système ou l'acquisition à titre onéreux sur des plateformes internet créées afin de permettre l'achat et la vente de ces actifs contre de la monnaie ayant cours légal. Donc les produits de ces activités relèvent des dispositions de l'article 92 du CGI, donc rentrent dans la catégorie des BNC. Les résultats imposables est déterminé donc, conformément aux règles de droit commun des BNC. La valeur d'acquisition retenue pour le calcul du résultat imposable est alors nulle lorsque les bitcoins ont été attribués gratuitement. De même, concernant le régime d'imposition, il y a deux modes d'imposition liés au montant total du chiffre d'affaires annuel, soit le régime d'imposition des micro-entreprises, donc micro-BNC, ou soit le régime de la déclaration contrôlée, avec possibilité, sous condition, d'opter pour le régime auto-entrepreneur. Merci d'avoir suivi l'intégralité de cette présentation sur la fiscalité des cessions d'actifs numériques, donc à la fois cessions occasionnelles ou cessions habituelles. Nous vous invitons à liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre toute l'actualité fiscale afférente aux cryptoactifs et à revenir vers nous pour toute question et toute précision sur les éléments présentés au cours de cette vidéo.